L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Jean-Philippe Tanguy pour le groupe Rassemblement national. Bonjour à tous et bienvenue sur LCP pour un nouveau numéro des grands débats ici au cœur de l'Assemblée nationale. Alors dans cet épisode, on va revenir sur l'un des temps forts de la séance publique, les questions au gouvernement du mardi et du mercredi. Nous sommes le 1er avril. La veille, Marine Le Pen a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Ce mécanisme judiciaire prévu dans le code pénal pour éviter la récidive crée la polémique sur certains bancs. L'exécution provisoire, cela veut dire l'application immédiate de la décision de justice, donc de l'inéligibilité prononcée à l'encontre de la chef de file des députés RN avant même que l'affaire ne soit réexaminée en appel. Les plus fidèles lieutenants de Marine Le Pen montent au créneau pour dénoncer une justice politisée. Le général de Gaulle l'avait dit, en France, la seule et unique Cour suprême, c'est le peuple. La vérité, hélas, c'est que jamais l'oligarchie n'a accepté que le peuple décide ni ne vote. Le système ne respecte que les urnes qui confortent son pouvoir, mais renie les suffrages qui lui déplaisent. Voilà qu'un carteron de procureurs et de juges prétend sortir du droit pour exercer la vendetta du système contre son seul opposant, le Rassemblement national, et contre sa principale incarnation, Marine Le Pen. Il y a des tyrannies qui enferment leurs opposants. Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. Voilà les magistrats qui refusent à Marine Le Pen le droit effectif à l'appel, à la présomption d'innocence qu'elle confère. Voilà des magistrats qui refusent à Marine Le Pen d'être candidate en appliquant l'esprit d'une loi postérieure aux faits reprochés. Voilà des magistrats qui criminalisent le droit à la défense, aggravant une peine, car Marine Le Pen avait le seul tort de faire valoir son innocence. Voilà des magistrats qui laissent envoyer hier à toute la presse parisienne et à nos adversaires le jugement que nos avocats n'ont eu que ce matin. Voilà des magistrats qui, dans ce jugement, avouent que la candidature, l'élection de Marine Le Pen serait un trouble à l'ordre public. Voilà finalement des magistrats qui appliquent la promesse du syndicat de la magistrature, celle de faire barrage par tous les moyens, les pires moyens, à Marine Le Pen. Le groupe Rassemblement national ne vous laissera pas voler l'élection présidentielle comme vous avez volé des dizaines de sièges lors des dernières législatives. Aucun député du Rassemblement national ne laissera diffamer celle qui incarne l'espérance du peuple de France, Marine Le Pen. Alors, monsieur le Premier ministre, de quoi est accusée Marine Le Pen, sinon de pouvoir vaincre ce système? Alors, dans une démocratie normale, interjeter appel, ce qui a été fait aujourd'hui même à midi, annule la décision de première instance et rétablit à tout justiciable la présomption d'innocence. Cela vaut donc pour tout le monde, sauf pour Marine Le Pen. 4 ans de prison, dont 2 fermes. Quand un ancien magistrat qui prostituait sa fille de 13 ans s'en tire, lui, avec 3 ans avec sursis. Est-ce de la justice? Pas d'enrichissement personnel, pas de corruption, incapable de la moindre récidive puisqu'elle n'est ni présidente de parti, ni députée européenne. Marine Le Pen est aujourd'hui condamnée parce qu'elle est Marine Le Pen. Entre 2 déclarations d'amour à l'ancienne candidate d'extrême gauche Eva Joly, Madame de Pertuis explique même que le seul fait de se défendre et d'exercer son droit fondamental est un motif de condamnation à l'exécution provisoire. Elle ajoute que la seule candidature de Marine Le Pen devant les Français constituerait, je cite, un trouble à l'ordre public, oubliant peut-être qu'elle doit rendre sa décision au nom du peuple. L'état de droit est bafoué, les recours effectifs sont anéantis. La liberté des électeurs, pourtant rappelée la semaine dernière par le Conseil constitutionnel, est annihilée. Mes chers collègues, êtes-vous devenus déraisonnables? Ne voyez-vous pas ce que cela veut dire? Ne voyez-vous pas ce qu'il se passe? Ça n'est plus de la justice, c'est de la politique. La France, seul pays où pour gouverner il faut avoir perdu les élections, s'abîme à l'international en laissant s'abîmer notre état de droit. Craignant le jugement du peuple, certains se rassurent par celui de magistrats politisés. Sous le regard du monde entier, sous le regard de démocratie authentique, la France est observée. Ses dirigeants et peuples du monde nous disent « on vous voit, on vous regarde, on vous voit ». Vous qui parlez à Tebboune, vous qui parlez à Tebboune, vous qui parlez à Al-Shara,
Vous acceptez ici le piétinement de notre état de droit. Vous qui aimez tant donner des leçons de morale au monde entier, comment allez-vous défendre Navalny? Comment allez-vous défendre Imamoglu, l'opposant à Erdogan, quand ici, vous acceptez que le peuple ne puisse ni choisir, ni voter pour la candidate du peuple, Marine Le Pen? Hier, en effet, une décision de justice importante a été rendue. Elle concerne Madame la Présidente Le Pen comme de nombreux membres du Rassemblement national. Nous avons à constater 10 jours, vous le savez, pour que l'ensemble des personnes qui le voudraient puissent interjeter appel. Cet appel est de droit et je veux rappeler ici, comme ministre de la Justice, que tout citoyen, que toute citoyenne doit pouvoir faire valoir son droit au recours, à être jugé par une cour d'appel. Et je souhaite personnellement que si Madame Le Pen interjette recours, ce délai de jugement nouveau à la Cour d'appel de Paris puisse être organisé dans un délai le plus raisonnable possible, avec l'esprit dans lequel Madame Le Pen va interjeter appel. Il appartiendra à la Cour d'appel de Paris, parfaitement indépendante dans son organisation, de fixer la date de cet appel. Je veux vous dire, monsieur le député, que dans votre question, vous avez peut-être commis, si vous le permettez, il y avait du brouillage, je n'ai pas tout entendu, 2 erreurs. La première, c'est que nous n'avons volé aucun des sièges de députés ici et que le suffrage universel direct que vous réclamez nous a tous ici élus comme parlementaires égaux. Et les élections législatives se déroulent en 2 tours d'élection et aucun citoyen n'a été forcé de voter pour aucun député ici présent. La deuxième des choses, monsieur le député, c'est que vous avez sans doute oublié d'apporter votre soutien aux magistrats menacés depuis hier. Et qu'en démocratie, il est inacceptable que des personnes puissent menacer physiquement des magistrats. Il me semble que quand on réclame l'état de droit, ça vaut pour tous les magistrats libres et indépendants de ce pays. Alors Gérald Darmanin a-t-il été entendu? En tout cas, le soir même, dans un communiqué, la Cour d'appel de Paris, que Marine Le Pen a saisie, a expliqué qu'elle rendrait sa décision à l'été 2026. En attendant, Éric Ciotti, de son côté, annonce son intention de déposer une proposition de loi pour supprimer l'exécution provisoire pour les peines d'inéligibilité. La France est-elle encore une démocratie ? Beaucoup de nos compatriotes se posent aujourd'hui avec gravité cette question face aux coups de boutoir répétés portés à nos principes fondamentaux. Le candidat de l'opposition, largement favori de l'élection présidentielle de 2017, François Fillon, éliminé. La chaîne de télévision la plus populaire de la TNT, rayée de la carte. Et aujourd'hui, la candidate donnée gagnant par tous les sondages pour l'élection présidentielle de 2027, que certains veulent et tentent d'empêcher de se présenter. Je veux aujourd'hui dire tout mon soutien à Marine Le Pen dans ces conditions. Ce qui se passe est d'une gravité extrême. Alors que le pouvoir exécutif n'exécute plus rien, alors que le pouvoir législatif ne légifère sur rien, nous observons la prise de pouvoir de l'autorité judiciaire. Le gouvernement des juges s'installe contre le peuple souverain. D'éminents juristes, pourtant opposés à Marine Le Pen, ont fait entendre leur inquiétude. L'exécution provisoire installe une peine de mort politique. Monsieur le Premier ministre, notre groupe portera donc dans sa niche de juin une proposition de loi pour supprimer l'exécution provisoire pour les peines d'inéligibilité. La loi à partir de laquelle les juges ont pris leur décision
a été voté par le Parlement de la République. Je pense qu'il y a des questions à se poser, je l'ai fait moi-même. Mais dès cet instant, dès que nous prenons acte de cette répartition des rôles qui font l'équilibre d'une démocratie et de la République, alors la démarche est très simple. Vous annoncez que vous allez déposer une proposition de loi. Cette proposition de loi, elle sera examinée par le Parlement dans ces deux chambres et c'est le Parlement qui décidera si oui ou non il convient de toucher à l'écriture de la loi, à partir de quelle écriture les magistrats jugent. Côté gauche, dans l'hémicycle, au contraire, on s'indigne que des responsables politiques osent critiquer une décision de justice. Le patron des députés socialistes défend l'état de droit et prend la défense des juges attaqués, des juges qu'il dit impartiaux et indépendants. Hier, la justice de notre République a rendu son verdict dans une affaire qui n'a rien de banal tant elle était scrutée. Depuis hier, des responsables politiques se succèdent pour commenter, voire pour condamner cette décision. Certaines autorités de l'État évoquent même un trouble. Mettre en cause une décision de justice, c'est manquer aux principes élémentaires de la séparation des pouvoirs et de l'État de droit. Mettre en cause individuellement des magistrats, c'est d'exercer sur eux une pression inacceptable qui appelle les condamnations les plus fermes. Non, ces femmes et ces hommes ne sont pas les agents d'un système, mais les juges impartiaux dont notre République a besoin. Mettre en cause la loi quand il s'agit de l'appliquer aux puissants, c'est accréditer l'idée qu'il y aurait une justice à deux vitesses. Toutes les Françaises et tous les Français sont égaux devant la loi. Seuls les faits comptent. 4 millions de détournements d'argent public et en l'espèce, ils sont accablants. Mettre en scène une opposition entre le peuple et sa justice, c'est emprunter une voie sans issue qui nous conduit hors de l'état de droit, hors de la démocratie, hors de la République. Non, le peuple français n'est pas privé de la souveraineté par des juges qui rendent la justice en son nom. Toutes les manœuvres du monde ne pourront renverser la réalité. Dans cette affaire, un système, des prévenus, un parti et sa chef ont été reconnus coupables. Et la justice, elle, n'est pas sur le banc des accusés. Monsieur le Premier ministre, alors que les attaques contre notre État de droit sont proférées du Kremlin à la Maison-Blanche par les amis de Madame Le Pen, en perçant par certains bancs de cet hémicycle, nous vous demandons aujourd'hui d'exprimer devant la représentation nationale votre soutien inconditionnel à la justice de notre pays. Premièrement, il n'y a pas de possibilité, a fortiori pour un responsable gouvernemental, de critiquer une décision de justice. J'estime même que nous n'en avons pas le droit. Deuxièmement, le soutien que nous devons apporter aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions doit être un soutien en effet inconditionnel, non mesuré, puissant. Et il est très important que l'ensemble de la représentation nationale formule ce soutien. Il est vrai qu'il y a des interrogations. Et j'ai moi-même souvent exprimé des interrogations sur le seul sujet qui me paraît devoir être dans cette affaire sous notre observation. En principe de droit, toute décision lourde et grave en matière pénale doit être susceptible d'appel. Toute décision et de recours. Il se trouve que le seul point de l'exécution provisoire fait que des décisions lourdes et graves ne sont pas susceptibles de recours. Des décisions potentiellement porteuses de conséquences irréversibles ne sont pas susceptibles d'appel. Je l'ai dit comme citoyen à différentes reprises, par exemple pour le maire de Toulon,
je considère qu'il devrait y avoir possibilité, je considère comme citoyen, qu'il devrait y avoir... Je suis citoyen. Voilà. Et donc, les principes du droit... Allez, s'il vous plaît. Et donc, les principes du droit font que les décisions de justice sont protégées, que les magistrats doivent être soutenus et que c'est au Parlement, lorsqu'il s'agit de s'interroger, de prendre ses responsabilités. Une autre décision de justice s'est invitée dans l'hémicycle, celle qui a stoppé net le chantier de l'autoroute A69 reliant Toulouse à Castres. Le tribunal administratif de Toulouse a estimé que les bénéfices attendus du projet n'étaient pas suffisants pour justifier les atteintes à l'environnement. Ce coup d'arrêt brutal au projet donne lieu à des échanges très vifs en séance. Le tribunal administratif de Toulouse a jugé que l'A69 ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur selon l'article 411.1 et 2, précisé par décret en Conseil d'État, signé par Madame Borne, Première ministre, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, Marc Fesneau, Agriculture et Hervé Berville. C'est une victoire du droit face aux faits accomplis et une reconnaissance des arguments incontestables portés de longue date par les associations, les scientifiques et les citoyens mobilisés. Ce jugement, votre gouvernement le conteste, à grand renfort de déclarations irresponsables de la ministre de la Transition écologique et du ministre des Transports qui, en plus, demandent la poursuite du chantier au mépris de la justice et du principe de l'état de droit. Leurs arguments, un coût pour le contribuable et un chantier déjà bien avancé. Mais ce n'est pas la justice qui met le contribuable en difficulté, c'est votre aveuglement à poursuivre ce projet, malgré ses incohérences économiques, ses aberrations sociales, sa dette environnementale et son montage juridique hasardeux, soigneusement couvert par le secret des affaires. Monsieur le Premier ministre, respecter l'état de droit ne peut être à géométrie variable. L'A69 nous le montre. Il est grand temps de repenser les projets d'infrastructures routières et autoroutières de notre pays. Plutôt que de laisser votre gouvernement s'obstiner dans cette impasse juridique et financière, quand allez-vous enfin renoncer à ce projet mortifère et engager une véritable concertation pour des alternatives modernes de mobilité durable, justes et adaptées aux besoins des territoires, dans le Tarn comme ailleurs? Je comprends votre enthousiasme face à cette décision de justice, mais permettez-moi d'être direct. Votre victoire judiciaire est une défaite pour des milliers d'habitants du Tarn. Un projet à l'arrêt qui traverse 30 années de procédure, ayant obtenu toutes les autorisations légales et dont les 2/3 sont déjà réalisés, c'est tout simplement absurde. Le projet de A69 n'est pas tombé du ciel. Il a été porté par toutes les collectivités locales, de gauche comme de droite. L'État fera donc appel de cette décision et demandera un sursis à exécution pour que le chantier puisse reprendre au plus vite. Non pas par obstination, mais bon sens. Un projet réalisé à plus de 70% et par respect de la volonté démocratique exprimée par ces territoires. Je vous invite à sortir des postures idéologiques. L'écologie ne peut pas être un prétexte pour condamner les territoires ruraux à l'enclavement. La transition écologique exige des infrastructures modernes et adaptées, non l'immobilisme de l'action publique. Première victime. Et l'intérêt général, c'est de terminer cette autoroute, pas de laisser un chantier béant pour satisfaire quelques militants écologistes, mais surtout extrémistes. Monsieur le ministre, cette décision est incompréhensible. Incompréhensible, car comment expliquer aux habitants du Tarn que le chantier de l'autoroute A69, alors qu'il a été déclaré d'utilité publique en 2021 par le Conseil d'État, doit s'arrêter brusquement parce qu'il ne relèverait pas d'un intérêt public suffisant en 2025 par le tribunal administratif de Toulouse. Incompréhensible que le Conseil d'État, juridiction suprême de l'ordre administratif, ait été désavoué par le tribunal administratif de Toulouse en se fondant sur les mêmes critères socio-économiques qui l'avaient conduit à valider définitivement l'utilité publique du chantier. Au regard du gain de trajet attendu, au regard de la sécurité renforcée pour les usagers, au regard du développement économique et démographique, au regard du désenclavement d'un bassin d'emploi de plus de 80 000 personnes.
Incompréhensible encore, parce que cette notion d'intérêt public avait été déterminée par la représentation nationale, ici, en 2019, dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Incompréhensible, parce que l'intérêt public a été entériné par les élus locaux, départementaux et régionaux, dans le cadre d'un long processus démocratique de plus de 30 ans. Incompréhensible, enfin, au vu de l'état d'avancement du chantier réalisé à plus de 70%, avec 300 millions d'euros de travaux engagés et près de 1000 salariés du concessionnaire qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi. Alors certains pourraient vous dire, Monsieur le Ministre, et je ne suis pas de cela, qu'il n'y a pas que des espèces protégées qui habitent ces territoires ruraux, mais aussi des personnes qui y vivent, y travaillent, y souhaitent pouvoir s'y déplacer en toute sécurité. Et c'est malheureusement le sentiment qui prédomine aujourd'hui dans le sud du Tarn et qui poussera ses habitants ce samedi 8 mars à Castres pour rappeler leur volonté de faire aboutir le chantier de l'autoroute A69. La 69 n'est pas un caprice administratif, c'est la volonté d'un territoire tout entier, la région Occitanie, le département du Tarn, les collectivités locales, les acteurs économiques. Les réactions à la décision de jeudi en ont très clairement attesté, c'est un projet attendu depuis plus de 30 ans. Face à la décision du tribunal, l'État fera appel, comme c'est son droit, et demandera un sursis à exécution, comme c'est son droit. Nous respectons l'État de droit, mais l'État de droit ne peut pas être l'État de l'immobilisme. L'appel est bien sûr nécessaire et le sursis en exécution doit nous permettre, nous l'espérons, de recommencer au plus vite les travaux pour ne pas laisser ce chantier à l'arrêt trop longtemps. La situation actuelle est ubuesque. Comment un tel projet déclaré d'utilité publique, ayant déjà affronté de multiples recours, 7 recours, peut-il se retrouver à l'arrêt du jour au lendemain alors que les 2/3 du projet sont réalisés? Comment faire moderniser notre réseau ferroviaire ou adapter nos territoires au changement climatique si chaque projet peut être anéanti après des années d'efforts? Nous sommes confrontés à un empilement kafkaïen de procédures qui paralysent l'action publique. Ce qui arrive à la 69 aujourd'hui menace tous nos grands projets de demain. Le droit environnemental ne peut pas être un droit contre le progrès. Il ne peut pas dresser les juges contre les élus, la technocratie contre la démocratie. C'est pourquoi nous travaillons aujourd'hui, plus que jamais, Monsieur le député, à engager des réformes pour simplifier nos procédures, et cela sans renoncer à nos ambitions environnementales. L'annonce a sidéré l'Europe. Dans la nuit du 3 au 4 mars, Donald Trump a annoncé la suspension de l'aide américaine à l'Ukraine. L'Europe se retrouve donc seule pour soutenir Kiev, mais aussi seule pour assurer sa propre sécurité. Dans l'hémicycle, les députés réclament que la France travaille à sa souveraineté militaire afin de ne plus dépendre du parapluie militaire américain. Seulement voilà, reste à savoir qui va payer, c'est la question. Depuis lundi, l'Europe vacille. Depuis lundi, les États-Unis l'ont abandonnée sous l'influence de son président. Depuis lundi, l'Europe prend conscience qu'elle reste seule maître de son destin. L'urgence de relancer notre économie de guerre, constatée en 2022, est plus que jamais d'actualité. La loi de programmation militaire, bien que respectée à l'euro près depuis 2017, doit être révisée afin de garantir notre indépendance et notre souveraineté. Car, je le rappelle, si elle a été votée à 413 milliards d'euros, elle avait été présentée à 420 milliards d'euros, soit 1 milliard de plus que notre rythme actuel. La contrainte doit devenir une opportunité. Une opportunité car nous sommes les seuls en Europe à disposer d'un modèle d'armée complet et cohérent, nous permettant de parler en égaux avec les superpuissances et de porter une forme de leadership sans arrogance. Une opportunité car nous sommes la seule puissance nucléaire européenne, autonome et souveraine. Et il n'est pas question de partager la décision d'appuyer sur le bouton. Le général de Gaulle le disait clairement en 1962, nos intérêts vitaux ont une dimension européenne. Une opportunité car notre BITD, forte de 4 000 entreprises et 200 000 emplois, s'est hissée au second rang mondial des pays exportateurs en 2024. Mais pour protéger la France et l'Europe, il faut des financements. En 2023, je rendais un rapport sur l'économie de guerre aux propositions de financement multiples. Grand emprunt, livret dédié, fléchage des livrets réglementés, labellisation des entreprises de défense, porté dans la LPM, puis dans le PLF 2024, puis dans une loi dédiée sans pouvoir aboutir. Aujourd'hui, le sujet reste entier et les conclusions de mon rapport tristement d'actualité. Monsieur le ministre, ma question est double. Révision de la LPM, PLFR dédié, nouvelles ressources, fléchage ou nouvelle offre d'épargne, fonds européens. Quelles sont les pistes de travail et surtout l'agenda dans un contexte d'urgence pour financer les enjeux de la sécurité de notre pays et du continent? Et pour porter cet effort,
comment comptez-vous insuffler l'esprit de défense dans notre économie? Nous sommes placés depuis ces derniers jours devant un nouvel ordre international, un nouvel ordre mondial qui nous impose d'accentuer tous nos efforts pour une souveraineté européenne et pour une souveraineté de la nation, notamment en matière de défense. Et c'est une des priorités que, sous l'autorité du Président de la République et du Premier ministre, nous nous donnons pour les mois et les années qui viennent. Nous allons agir dans plusieurs directions. D'abord, la mobilisation des financements européens. Et la présidente Ursula von der Leyen, hier, a annoncé 800 milliards de fonds européens à destination de la base industrielle et technologique de défense européenne. Et puis, il y a les financements français. Et avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, nous allons réunir à Bercy le 20 mars l'ensemble des investisseurs privés, les assureurs, les banques, les fonds d'investissement, afin de les mobiliser. D'abord pour modifier leurs règles de fonctionnement, parce que trop souvent les règles ne permettent pas d'investir dans le secteur de la défense, qui pourtant est un secteur essentiel, et de mobiliser l'épargne privée. Enfin, vous parlez de la loi de programmation militaire, qui a été protégée dans le projet de budget, mais nous travaillons avec le Premier ministre de façon à en élargir l'objet, pour nous préparer aux temps qui viennent, et nous ferons des propositions naturellement à la nation dans les semaines et les mois qui viennent, pour regarder comment financer l'augmentation de l'effort de défense qui est devant nous, tout en respectant nos contraintes budgétaires, parce que l'indépendance nationale, c'est aussi de maîtriser notre dette publique. Je vous remercie. Oui, notre soutien à l'Ukraine et à une certaine idée de l'Europe, désormais autonome pour sa sécurité, doit être sans faille. Sans faille, Monsieur le Premier ministre, mais pas sans raison. L'effort de défense ne saurait servir de cheval de Troie à une fragilisation de notre modèle social. Au contraire, c'est la nécessité d'un patriotisme républicain. Ayons à l'esprit les mots du général de Gaulle en juin 1942 qui disait « La sécurité nationale et la sécurité sociale sont pour nous des buts impératifs et conjugués. Opposer la défense nationale et la sécurité sociale, ce serait méconnaître que la première ligne de défense d'un pays, c'est la cohésion de son peuple, et ce serait donner la victoire à nos adversaires. Or, cette cohésion nationale, cette cohésion sociale, elle est touchée en son cœur sur deux enjeux. La pérennité de la Sécu, qui fête ses 80 ans, elle est menacée par un déficit de près de 25 milliards d'euros. Or, disons-le avec force, ce déficit il vient d'abord et avant tout d'une insuffisance des recettes, qu'il s'agisse des exonérations de cotisations sociales ou d'un non-financement du Ségur de la santé. Sur tous ces sujets, nous sommes prêts à débattre, mais pour l'instant, vous n'ouvrez pas ce débat. La cohésion sociale, c'est du régalien, comme la police, comme la justice, comme la défense, qui ont leur loi de programmation. Où en est la loi de programmation en santé que vous-même avez annoncée à cette tribune lors de votre discours de politique générale? Plutôt que des coups de rabot touchant les plus fragiles, les classes populaires, les classes moyennes, où est le nécessaire patriotisme fiscal qui mobilise d'abord les hauts revenus, les hauts patrimoines, les entreprises qui ont profité des crises énergétiques, inflationnistes ou sanitaires? Et bien sûr, il y a les inquiétudes quant à notre système de retraite. Les partenaires sociaux, à notre initiative, ont repris le fil du dialogue pour dégager une solution juste et durable à rebours de la réforme de 2023. Toute pression sur les partenaires sociaux en invoquant le contexte géopolitique est inacceptable. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez garantir que le cadre de cette négociation que vous avez posé n'a pas changé et que vous en serez le facilitateur, car personne n'a intérêt à son échec, ni vous, ni le reste du pays. Dans votre question, à juste titre, vous citiez le général de Gaulle et vous citiez la capacité, évidemment, à garder ce modèle social. Notre modèle social, vous l'avez dit tout à l'heure, aura 80 ans au mois d'octobre. Ce modèle, évidemment, c'est un trésor national. À partir de là, quelle réponse pour le maintenir? Nous l'avons évoqué dans les débats que nous avons eus au moment de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale. Le Premier ministre
a tenu à ce que dans un contexte qui était un contexte extrêmement compliqué, il y ait un premier effort qui était celui d'améliorer pour l'exercice 2025 le budget dans évidemment une situation déficitaire. Vous l'avez rappelé vous-même, les chiffres sont clairs, un budget 650 milliards d'euros d'un côté, un déficit de 22 milliards. Alors après, vous appelez à juste titre à un patriotisme social. Ce patriotisme social, nous y travaillons dès maintenant avec les ministres du pôle que j'ai la responsabilité de coordonner. Astrid Bouvet-Panossian est la ministre qui fait le lien avec le travail de la commission sur les retraites. En aucun cas, nous n'allons interférer sur le travail de cette commission. Monsieur Marette est là pour articuler. Ils ont jusqu'à la fin du mois de mai. Ils vont continuer. Avec Yannick Neuder, nous travaillons sur la partie santé parce que effectivement, l'encre du PLFSS est à peine sèche qu'il faut qu'ensemble nous travaillions sur ce que nous allons prévoir pour 26. Alors oui, on peut bien sûr travailler sur une loi pluriannuelle en matière de santé. Oui, nous devons aller sur la prévention primaire. Je sais combien la prévention primaire vous tient à cœur. Parce que quand on parle de prévention primaire, on dit à chaque Français, chacun d'entre nous est responsable de sa santé. Si chacun fait du dépistage, se vaccine, lutte contre l'obésité, nous participons les uns et les autres. Et c'est cet effort commun qui nous permettra de pérenniser le modèle. Elle avait été annoncée en janvier par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. La concertation entre partenaires sociaux sur le sujet explosif des retraites devait durer jusqu'au mois de mai. Seulement, voilà, avant même les conclusions de ces réunions, François Bayrou a affirmé son opposition au retour de la retraite à 62 ans, très loin de son engagement à reprendre, je cite, sans tabou ni totem, les propositions des syndicats et du patronat. Malgré la colère de la gauche, le locataire de Matignon persiste et signe devant les députés. Comment vous exprimez toute notre révolte, notre défiance, notre écœurement? En une déclaration, vous venez de renier vos propres engagements et ruiner l'espoir de millions de Françaises et de Français de ne pas subir un départ à la retraite à 64 ans. Alors que le conclave avec les syndicats était au travail, vous venez de fermer la porte à un retour de l'âge de départ à 62 ans et ainsi d'enterrer tout effort démocratique sur cet enjeu décisif pour la qualité de nos vies et en particulier de celles et ceux qui ont les métiers les plus pénibles. Lors de votre déclaration de politique générale, ici même, devant la représentation nationale, vous disiez pourtant que toutes les questions devaient pouvoir être posées, que rien n'était fermé. Je sais que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, mais là, vous abîmez encore davantage une parole institutionnelle agonisante, vous écrasez la volonté des Français, vous piétinez les syndicats, vous méprisez la vie de l'Assemblée nationale qui aurait dû être saisie depuis fort longtemps. Au fond, la stratégie du choc, aujourd'hui avec votre économie de guerre, a encore frappé. Monsieur le Premier ministre, si nous devons nous défendre, c'est d'abord contre une vision du monde qui repose sur la loi du plus fort, la marchandisation de tout et n'importe quoi, la violation de la démocratie. Face à Trump, face à Poutine, c'est précisément un autre choix de société que nous devons affirmer et donner à voir, celui du progrès humain, de la passion de l'égalité, de la mise en commun, de la démocratie active, c'est ce que j'appelle l'esprit public. C'est aussi la vérité contre les faits alternatifs. Non, il n'y a pas de déficit caché de notre régime de retraite. La justice sociale, nous pouvons la financer. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous revenir sur votre déclaration qui sonne comme une nouvelle déflagration? Il y a deux questions dans votre interrogation. La première question, qui est assez souvent remise en cause, c'est est-il légitime que les partenaires sociaux soient associés à la réflexion sur une partie aussi importante de notre protection sociale que les retraites? J'ai considéré depuis le début que leur légitimité était nécessaire, naturelle et devait être reconnue. Et c'est la raison pour laquelle je les ai invités à participer à ce travail. Et ce travail est en cours. Deuxième question. J'ai été interrogé pour savoir s'il était, à mes yeux, possible, au détour d'une interview,
qu'on en revienne à la retraite à 62 ans, c'est-à-dire à la suppression de la réforme des retraites. Et j'ai répondu que je considérais que ça n'était pas possible, pour beaucoup de raisons frappantes. Je rappelle que ceux qui sont autour de la table se sont engagés, ou en tout cas ont été engagés, à ne pas dégrader l'équilibre financier du système de retraite. Je rappelle que le contexte démographique dans lequel nous sommes est un contexte qui déséquilibre le système des retraites continuellement. Je rappelle de surcroît que dans la réforme des retraites, il y a 7 milliards d'avantages qui ont été reconnus et accordés aux femmes, aux carrières longues, à tous ceux qui ont connu d'une pénibilité particulière. Et supprimer la réforme des retraites, ça voudrait dire qu'on supprime ces 7 milliards-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai considéré, est-ce que c'était possible de supprimer la réforme et de revenir aux 62 ans? Je prétends que ça n'est pas possible. Le rapport, je dis comme citoyen, comme observateur, que ça n'est pas possible. Le rapport de la Cour des comptes a indiqué que c'était d'ores et déjà un déficit de 7 milliards, sans compter les dizaines de milliards qui tiennent à la convention d'amélioration, à la convention liée aux retraites de la fonction publique. J'ai répondu en conscience et je ne crois pas que qui que ce soit qui travaille sur ce sujet puisse prétendre qu'on peut en revenir à la retraite à 62 ans. Et je suis persuadé que les partenaires sociaux, dans leur ensemble, en viendront à une conclusion de cet ordre. Et donc, j'ai donné la main aux partenaires sociaux. On verra les propositions qu'ils font. Mais il n'est pas possible de dégrader l'équilibre financier du système de retraite déjà profondément abîmé. Monsieur le Premier ministre, le 16 janvier dernier, vous vous étiez engagé à ce que la concertation sur les retraites ait lieu sans totem ni tabou, laissant ainsi les partenaires sociaux libres dans leurs discussions. Cet engagement était l'un des compromis obtenus par les députés socialistes pour améliorer la vie des Français, en l'échange de notre non-censure. Or, dimanche, vous avez publiquement fermé la porte à un retour de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans, rompant ainsi la promesse de laisser les partenaires sociaux négocier sans entrave. Monsieur le Premier ministre, ces 8 dernières années ont profondément abîmé notre démocratie sociale. Trop souvent, les corps intermédiaires, des syndicats aux associations, ont été malmenés par Emmanuel Macron et sa méthode jupitérienne. Le passage en force de la réforme des retraites en 2023 a laissé des plaies béantes au sein de la société. Il a contribué à augmenter la défiance de nos concitoyens vis-à-vis du gouvernement et de la classe politique. La blessure démocratique est toujours présente et nous l'entendons chaque jour. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous vous le demandons, ne revenez pas sur l'engagement que vous avez pris. Donnez toute sa chance à cette négociation entre partenaires sociaux en les laissant travailler. À son issue, le Parlement aura le dernier mot, vous l'avez assuré. Je suis sûr qu'à cette occasion, la représentation nationale sera à la hauteur. Elle aura surtout la possibilité d'enfin s'exprimer sur le sujet des retraites, ce qui lui avait été interdit il y a 2 ans. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous assurer que vous n'allez pas interférer dans le travail des partenaires sociaux et que vous transmettrez au Parlement l'éventuel accord qu'il trouverait, même s'il contient un retour à l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Je vous remercie. Comme l'a indiqué le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, nous voulons faire confiance au dialogue social et aux partenaires sociaux. Et comme il vient de l'indiquer, leur légitimité est naturelle, nécessaire et elle est renforcée. Notre démarche, cette démarche que nous lançons est absolument inédite. D'abord, nous demandons à la Cour des comptes, qui a rendu un rapport et des conclusions qui ne sont pas contestées, qui rappellent que la trajectoire financière de ce régime par répartition auquel nous sommes tellement attachés, eh bien que cette trajectoire financière elle est aujourd'hui préoccupante, avec un déficit de 7 milliards d'euros d'ores et déjà aujourd'hui. La deuxième étape, c'est cette lettre de mission qu'a envoyée le Premier ministre aux partenaires sociaux, leur disant qu'effectivement,
on pouvait discuter de tout, à la seule condition de revenir à l'équilibre en 2030, parce que c'est la condition sine qua non pour que les actifs qui cotisent aujourd'hui puissent bénéficier d'une pension de retraite quand ils arriveront à l'âge de la retraite. Et puis, ce sont aujourd'hui des réunions hebdomadaires qui se tiennent sur un ordre du jour défini par les partenaires sociaux. Et donc, on veut continuer à les laisser travailler. Et donc, le processus, il doit se poursuivre, il est absolument indispensable, à la fois sur la consolidation de la trajectoire financière, mais aussi, comme ça a été dit, pour améliorer certaines choses qui doivent être améliorées sur les carrières pénibles ou sur les femmes. En ce début de printemps, un texte fait du bruit à l'Assemblée nationale, le projet de loi qui vise à simplifier la vie économique. Voté à l'automne par les sénateurs, il est très attendu par les milieux économiques, notamment les patrons de PME. Objectif louable, cela vise à réduire la charge administrative des entreprises, mais à la droite de l'hémicycle, on aimerait aller beaucoup plus loin, à la tronçonneuse ou à la hache si besoin, pour supprimer une série d'organismes, d'agences et autres comités Théodule. Savez-vous qu'au travail, pour changer une simple ampoule, vous devez suivre une formation obligatoire de 3 jours à renouveler tous les 3 ans? Que cette règle est valable pour les ampoules dont le diamètre du culot est de 15 mm, mais pas pour celles de 10 mm. Que si l'escabeau pour changer l'ampoule compte 3 marches ou plus, alors inutile de tenter l'ascension tout seul. Vous devez appeler un collègue pour venir vous assister et vérifier la fameuse posture réglementaire. Monsieur le Premier ministre, ceci n'est pas une brève du Gorafi, mais malheureusement la France d'aujourd'hui. Cette France, aux 400 000 normes, aux 10 000 articles du Code du travail, aux 1200 agences et opérateurs d'État et aux 4 strates de collectivités territoriales. Cette France dont l'excès normatif, vous le savez, nous coûte chaque année 4% de notre PIB, loin des 0,5 de nos voisins européens. Cette France qui, pour simplifier, n'a jamais trouvé mieux que d'empiler les comités, commissariats et autres autorités. La dernière nouveauté audacieuse de la technostructure en 2025, dans votre prochain projet de loi, eh bien, c'est la création d'un haut conseil à la simplification. Le haut-commissaire que vous étiez, monsieur le Premier ministre, ne dira pourtant pas le contraire. Quand l'administration attribue le grade de haut ou haute à un nouvel organisme à financer, c'est en fait mieux pour en masquer sa vacuité. Monsieur le Premier ministre, la France est tenue en laisse par des technocrates déconnectés qui ne tiendraient pas 2 semaines à la tête d'une entreprise. Alors aurez-vous enfin le courage d'en finir avec la bureaucratie ou resterez-vous le haut-commissaire en chef de ces petits hommes gris? Monsieur le député, alors que nous avons déjà eu l'occasion de discuter des ambitions du gouvernement en matière de simplification. Ce que vous avez tout à l'heure rappelé, hélas, se passe dans d'autres domaines. Il y a d'abord un calendrier. La semaine dernière, avec mes collègues Lombard et Louwagie, nous avons réuni plus de 200 chefs d'entreprise à Bercy pour évoquer le texte à venir. Un texte qui n'est pas le grand soir, nous en conviendrons tous, mais qui est d'abord un début de réponse, notamment à nos entreprises, en matière de simplification. Et nous veillerons à travailler avec l'ensemble des forces désireuses de contribuer à ce texte pour l'améliorer en commission spéciale à partir de la fin mars et dans l'hémicycle. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Et le Premier ministre a pris des engagements. D'ailleurs, vous avez cité des chiffres qu'il a lui-même dit ici lors de sa discussion de politique générale et que nous connaissons tous. Ces normes qui se contredisent, ces normes qui font un peu penser à un mauvais sketch qui est un peu domaine de l'absurde. Eh bien, ces normes, il faut que nous nous mettions tous ensemble au travail pour pouvoir les supprimer quand il faut les supprimer. Les modifier quand il faut les modifier. Et je peux vous dire que c'est une véritable volonté du gouvernement portée par l'ensemble des ministères dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la culture, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'économie, mais également dans le domaine des collectivités territoriales. Vous avez cité aussi les exemples parfois que notamment les maires peuvent rencontrer sur leur chemin. La volonté est là. À vous aussi de faire les propositions qui peuvent aussi orienter le gouvernement. Nous sommes prêts à travailler avec l'ensemble des forces parlementaires désireuses de prendre ce chemin. Les Français le demandent, le gouvernement est prêt, la volonté est là.
C'est un sujet qui divise l'hémicycle, le port du voile ou de tout autre signe religieux pendant les compétitions sportives. D'un côté, il y a la ministre des Sports, Marie Barzac, de l'autre, Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, toutes deux défavorables à l'interdiction. De l'autre, il y a Gérald Darmanin et Bruno Retailleau qui appellent au contraire à légiférer pour interdire le port de signes religieux dans le sport au nom de la laïcité. Après un recadrage de François Bayrou à Matignon, c'est Aurore Berger qui rappelle la ligne du gouvernement. La lutte contre l'entrisme islamiste est-elle une priorité de votre gouvernement ? D'un côté, votre ministre des Sports, soutenu par votre ministre de l'Éducation nationale, décrète que le port du voile islamique dans le sport n'est pas de l'entrisme religieux. Et votre allié Édouard Philippe refuse même son interdiction. Les frères musulmans applaudissent. Horizon rime avec soumission. De l'autre côté, du côté droit, votre ministre de l'Intérieur déclare être en désaccord radical avec cette position et votre ministre de la Justice menace même de démissionner en cas de recul sur la laïcité. 4 ministres, 2 discours, 0 ligne politique. Pendant que votre gouvernement affiche ses divisions, l'islam politique avance sans opposition avec le soutien et la complicité de la France insoumise. Dernièrement, le Sénat a adopté une loi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport. Dans le même temps, un rapport que j'ai rédigé avec ma collègue macroniste Caroline Yadan vous a rappelé la réalité des dérives islamistes dans le sport. Alors même que 73% des Français se disent favorables à l'interdiction du voile dans les compétitions, il faut maintenant une réponse ferme et déterminée. Alors, Monsieur le Premier ministre, il est temps de trancher les graves divergences au sein de votre gouvernement. Allez-vous enfin expulser les islamistes de nos stades, de nos gymnases et de nos piscines ? Mettez-vous fin à ces dérives inacceptables en inscrivant la proposition de loi du Sénat à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il n'y a qu'une seule ligne au sein du gouvernement, c'est celle portée par le Premier ministre. Et cette ligne, elle est très claire. Évidemment, la lutte déterminée contre toute forme d'entrisme islamiste. Cette ligne, elle est très claire. C'est le soutien à la proposition de loi amendée qui a été portée au Sénat. Cette ligne, elle est très claire. Et elle dit explicitement qu'il n'y a aucun signe religieux ostentatoire qui doit pouvoir être porté dans les compétitions sportives. Il y a ce que vous dites, il y a les tentatives de déstabilisation que vous voulez avoir, et il y a une ligne claire, réaffirmée ici, encore une fois, pas d'entrisme islamisme, pas d'intégrisme religieux, pas de signes religieux ostentatoires dans les compétitions sportives. C'est le soutien du gouvernement à la proposition de loi dont vous pourrez débattre. Je rappelle que sur d'autres textes, malheureusement, les voix de votre groupe ont largement manqué, notamment dans la lutte contre le séparatisme islamiste, où il me semble clairement que vous n'avez pas voulu voter ce texte, un texte qui est pourtant essentiel dans notre lutte contre l'islamisme. Madame la ministre, comme d'habitude sur tout le sujet, dans la lutte contre l'islamisme, vous n'avez aucune volonté, aucun courage, aucune ligne politique. La ligne politique, elle est claire. La ligne politique, c'est de ne jamais transiger sur les valeurs et sur les principes républicains. La ligne politique, elle est claire. C'est d'assumer un principe de laïcité. Un principe de laïcité qui est un principe de liberté et jamais un principe de séparation. Un principe de laïcité que tous les membres du gouvernement défendent. Un principe de laïcité que vous dévoyez quand vous voulez l'utiliser contre certains de nos concitoyens, là où nous l'utilisons pour être un principe de liberté, un principe d'égalité, notamment entre les femmes et les hommes. Le 22 mars dernier, le rabbin d'Orléans est agressé sous les yeux de son fils de 9 ans en pleine rue pour la seule raison qu'il est juif. Cet événement va profondément choquer et indigner les députés qui condamnent fermement à nouveau tout acte d'antisémitisme. Monsieur le ministre, un drame s'est produit samedi à Orléans avec l'agression odieuse du rabbin Aryeh Engelberg devant son fils de 9 ans. Cet acte s'inscrit dans un contexte alarmant, l'explosion de l'antisémitisme dans notre pays depuis les attentats du 7 octobre. En 2024, il y a eu 3 fois plus d'actes antisémites en France qu'en 2022. L'explosion de l'antisémitisme ne vient pas de nulle part.
Elle est nourrie par un islamisme qui instrumentalise la cause palestinienne pour attiser la haine des Juifs. Et cela, mes chers collègues, avec la complicité d'élus présents sur nos bancs. Oui, la France insoumise porte une responsabilité directe dans la banalisation de l'antisémitisme dans notre pays. Oui, Madame la Présidente, rappelez-vous ce que Jean-Luc Mélenchon disait de vous. Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. Il y a un mois, Louis Boyard présentait une liste municipale avec un candidat ouvertement pro-Hamas. Rima Hassan, députée européenne de la France insoumise, juge légitime l'action du Hamas alors que cette organisation terroriste a massacré des civils, des femmes et des enfants. Comble de l'indécence, la France insoumise a appelé à manifester ce week-end contre le racisme en publiant une affiche de Cyril Hanouna reprenant les pires codes anti-juifs des caricatures nazies. Honte à vous, collègues de la France insoumise. Honte à ceux qui mettent en jeu la sécurité de nos compatriotes de confession juive. Honte à ceux qui font le pari de la complaisance avec l'islamisme radical en vue d'obtenir une assurance vie électorale. Monsieur le ministre, face à cet antisémitisme qui menace, agresse et qui tue, quelles sanctions comptez-vous prendre? Non seulement les actes antisémites sont très importants et ont même explosé depuis le 7 octobre et l'attaque ignoble des terroristes du Hamas en Israël. Grâce à l'action que les forces de l'ordre ont depuis le 7 octobre, nous arrivons à protéger nos compatriotes juifs, mais encore une fois, nous l'avons vu ce week-end, l'agression absolument ignoble devant son enfant du rabbin d'Orléans nous a tous choqués et mérite une nouvelle fois, comme vous l'avez fait, que tout le monde, absolument tout le monde, soit clair contre toute forme d'antisémitisme. Alors oui, monsieur le député, vous avez raison de dire que des discours politiques et des attitudes politiques mènent à l'atmosphère parfois du passage à l'acte, et nous le regrettons. Et il est vrai que certains dirigeants de la France insoumise ont de l'ambiguïté, ont un problème avec l'antisémitisme. Et je ne suis pas seul à dire, je cite le premier secrétaire du Parti socialiste, M. Faure, « Personne n'ignore ce qu'est l'antisémitisme, à commencer par M. Mélenchon qui en connaît parfaitement les codes et l'iconographie. Madame Autain, députée sur ces bancs, qui connaît bien, je crois, la France insoumise, à propos de l'affiche pour laquelle M. Hanouna a obtenu justice, et je m'en félicite devant les tribunaux. C'est grave, c'est profond, c'est irresponsable. C'est un dérapage, une erreur manifeste. Jean-Luc Mélenchon ne me paraît pas à la hauteur du moment. La Ligue des droits de l'homme elle-même, pourtant parfois, et on le sait en discussion avec tous les partis politiques, et notamment les plus à gauche de l'hémicycle, lorsque LFI ne semble pas en reconnaître le fait et la nature, évidemment, de notre communication antisémite évoquée plus tôt, cela nous interroge sur sa compréhension, sur sa volonté d'y remédier. Oui, nous attendons de la France insoumise qu'il démontre qu'il est dans le champ républicain et qu'il condamne tous les actes qui touchent les Juifs de France et les Juifs du monde. Samedi dernier, le rabbin d'Orléans a été agressé en pleine rue, sous les yeux de son enfant, du seul fait qu'il était juif. Et je lui réitère tout mon soutien ainsi qu'à sa famille. Cet acte odieux intervient alors que les actes antisémites explosent, ainsi que les violences à caractère raciste ou antireligieux. Quelques semaines avant, à proximité d'Orléans toujours, c'est une mosquée qui était incendiée. Aucun citoyen ne devrait avoir peur de vivre sa foi, ni craindre des représailles à cause de son apparence ou de son appartenance réelle ou supposée à une communauté. La lutte contre l'antisémitisme est un sujet trop sérieux pour faire l'objet d'instrumentalisation politique. Et la désignation d'un bouc émissaire et les discours haineux n'y changeront rien. À Orléans, ville de Janzé, lâchement assassiné par les miliciens du régime de Vichy, nous le savons et le portons dans notre histoire et notre chair. Et j'en veux pour preuve, et comme signe d'espoir, ce sont des citoyens de toute confession qui ce samedi ont prêté assistance à monsieur le rabbin. La lutte contre la haine et la violence, contre l'essentialisation, doit être menée par toutes et tous dans l'unité nationale et la fraternité. Profiter d'un drame pour servir un discours de division qui oppose nos concitoyens juifs et musulmans, comme l'a fait le ministre des Outre-mer, est scandaleux. Alors,
Alors, Monsieur le Premier ministre, au-delà de la communication politique, qu'allez-vous concrètement entreprendre pour mettre au cœur de l'action gouvernementale la lutte contre l'antisémitisme et ses spécificités, la lutte contre tous les racismes, la défense de la liberté de culte et l'éducation à la tolérance et au vivre ensemble? L'agression antisémite survenue à Orléans a choqué tous les Français. Par sa lâcheté, un père attaqué devant son propre fils, par l'âge de son auteur, 16 ans, et par l'essentialisation dont vous avez parlé, nos compatriotes juifs qui sont ramenés à la situation qui se passe à 4000 km de là. L'antisémitisme depuis le 7 octobre, ce sont 2 chiffres et 3 lettres. 2 chiffres. 1570 actes antisémites en 2024. C'est une explosion et c'est un risque de réenracinement. 62% d'actes antireligieux concentrés sur nos compatriotes juifs quand ils comptent moins de 1% de la population. Et 3 lettres, LFI. Honte à un parti et à Jean-Luc Mélenchon qui considère que l'antisémitisme est résiduel alors qu'il le ramène à un niveau structurel. Résiduel, l'antisémitisme dans notre pays, résiduel quand on consacre l'intégralité d'une campagne électorale à déverser sa haine d'Israël et à placer des cibles dans le dos de nos compatriotes juifs. Résiduel, l'antisémitisme quand on choisit l'iconographie des années 30 pour ériger des affiches. Résiduel, l'antisémitisme quand on chasse les femmes juives de manifestations pour l'égalité et les droits des femmes. Alors bravo à vous, mesdames et messieurs les députés de la France insoumise. Vous avez déjà le déshonneur et vous avez déjà la honte. Demain, vous aurez la défaite et vous serez ramenés au niveau que les Français voudront pour la France insoumise, un niveau qui, lui, doit être résiduel. Et pourtant, Madame la Ministre, la Commission nationale consultative des droits de l'homme rappelle dans son rapport de 2024 que si l'antisémitisme existe malheureusement dans toute la société, il bat des records à droite et plus particulièrement à l'extrême droite. Et votre réponse n'est pas à la hauteur de la situation. Voilà donc pour ce florilège des questions au gouvernement de printemps sélectionnées avec la rédaction de LCP. On se retrouve très vite sur notre antenne pour voir ou revoir un autre moment parlementaire. À bientôt.